Éric Coquerel, vous faites partie de la NUP, vous faites aussi partie de la France Insoumise, vous êtes député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Vous avez peut-être entendu le débat sur ce plateau. La NUP est-elle déjà en train d'exploser, de craquer, selon les expressions des uns et des autres? Non, je vous rassure tous, j'ai vu votre inquiétude, c'est pas le cas. C'est pas le cas, simplement on a effectivement la nécessité de discuter ensemble de la proposition que nous avons faite hier. Alors pourquoi avons-nous fait cette proposition d'un groupe commun? Alors je précise, avec des délégations indépendantes, ce qui permet à chaque parti de garder son autonomie, parce qu'il y a une situation nouvelle depuis ce week-end. Cette situation nouvelle, elle part du nombre de députés du Rassemblement national, plus important qu'on l'imaginait, mais surtout de la manière dont manifestement le gouvernement et la majorité relative de M. Macron entend s'appuyer sur le Rassemblement national pour laisser penser que c'est là où est la principale opposition. Opposition d'ailleurs, s'il est bien compris, à qui il fait même des œillades en disant qu'il est possible de travailler avec eux, confère les déclarations de Dupond-Moretti et autres. Donc on est dans une nouvelle situation. Or, nous savons qu'arithmétiquement, tout ça est faux. Il y a à minima 133 députés de la NUPES, certainement plus, parce qu'il faut ajouter des députés classés parmi les entre guillemets régionalistes, voire divers gauche, donc on sera vraisemblablement plutôt 150 à siéger sur les bancs de la NUPES, donc c'est la principale force. Simplement, on nous la conteste, et on nous la conteste pour des raisons politiques, pour faire en sorte, une fois de plus, que M. Macron désigne Mme Le Pen comme son opposition de confort. Voilà, c'est la raison pour laquelle on pense que ça serait quand même plus clair, mieux, de faire en sorte que tous les députés élus sous les couleurs de la NUP soient dans le même groupe. Voilà pour votre raisonnement politique. Je vais schématiser un tout petit peu, mais vous dites que cette union, globalement, vous permettrait de mettre la main ou de faire partie de commissions importantes ou d'obtenir des vice-présidentes importantes et qu'elles ne tombent pas, ces commissions, ces vice-présidences, dans l'escarcelle du Rassemblement national. Monsieur Coquerel, Erwan Balanant, voulez-vous répondre? Oui, beaucoup de contradictions dans ce qui vient d'être dit. Il nous accuse de vouloir nous appuyer sur le Rassemblement national, ce qui est complètement inepte comme idée. Enfin, on est tous, la plupart, élus pour se battre contre le Front National. Et d'un autre côté, vous nous dites qu'on veut en faire notre principale opposition. Enfin, il faut savoir, il faut vous mettre d'accord là sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. On voit bien que depuis le début, Monsieur Coquerel, votre histoire n'est qu'une histoire électoraliste. Aujourd'hui, vous avez envie d'aller encore un peu plus loin dans la soumission des autres partis et d'éteindre les autres partis. Voilà, je crois que les Français ne se trompent pas. Mais d'ailleurs, dès hier, alors même qu'on ne connaît pas encore quel gouvernement on aura le 5 juillet, vous avez déposé une motion de censure. Et immédiatement, vos collègues de la NUP, pour le PS, Europe Écologie aussi, il me semble, ont dit que c'était peut-être un peu prématuré, cette motion de censure. On va laisser Éric Coquerel vous répondre. Ouais, je vais vous dire, M. Balanant, on va se passer de vos commentaires. Tous les députés de la NUP, je vous remercie, ils sont aussi pertinents que les vôtres, M. Coquerel. Oui, on va se passer de vos commentaires sur la vie interne Attendez, laissez-moi terminer, parce que vous êtes dans un studio, moi je suis en duplex. Mais très bien, vous avez été élu, sauf que vous n'avez pas la majorité, c'est tout votre problème. Donc, à partir de là, oui, vous êtes en train de choisir, je confirme. Attendez, vous n'êtes plus dans l'Assemblée, aussi important que vous étiez, à couper la parole des uns et des autres, donc laissez-moi finir. Oui, je confirme, quand j'entends Marc Fesneau, par exemple, expliquer que ça serait une horreur qu'un député de la LFI soit président de la Commission des Finances, mais par contre, considérer que c'est démocratique que ce soit un député du Rassemblement national, je pense que oui, vous faites votre choix d'opposition. Quand je constate que sur 62 circonscriptions où nous étions en duel avec le Rassemblement national, seul dans 7, vous avez été fichu de donner une consigne de pas une vote pour le Rassemblement national. Dans les autres, vous nous avez renvoyé dos à dos. Donc oui, je dis que vous avez joué ce jeu-là. Ne vous en déplaise. Même si ça doit atteindre votre, ce que vous vous arrogez comme priorité de lutte contre le Rassemblement national, je pense que vous avez joué un jeu très dangereux. Vous avez nettement contribué à casser, le plafond de verre vis-à-vis de Mme Le Pen. Mais je reviens au-delà de vos commentaires. Je répète une chose. Si nous faisons cette proposition, c'est parce que effectivement, on est amené, à s'adapter à la période. Mais ça n'a pas de rapport avec la présidence de la Commission des finances. La présidence de la Commission des finances ne revient pas au principal groupe. La présidence de la Commission des finances revient à un député qui a le plus de voix parmi les commissaires des finances qui sont dans l'opposition. Et de ce point de vue-là, je vous rassure aussi, la NUPS, même si on n'arrivait pas à avoir un groupe commun, même si ça finissait sur l'intergroupe, ferait une proposition d'un seul nom qui deviendrait président de la Commission
commission des finances, n'en déplaise à la majorité. Monsieur Coquerel, moi je vous invite à analyser les résultats de ce scrutin, de voir partout où la NUP a été draguée, les fachos pas fâchés, comme vous avez dit, et on reparlera peut-être plus tard de tout cela, parce que franchement, nous faire des leçons de probité alors qu'on sait très bien qu'un grand nombre de vos députés ont été élus grâce à l'appui et aux voix du Front National, enfin du Rassemblement National. S'il vous plaît, pas de leçons, monsieur Coquerel. On peut comparer, si vous voulez. On peut comparer, si vous voulez, le nombre de députés des uns et des autres qui ont été élus grâce aux voix du Rassemblement national. Vous avez décidé de renvoyer dos à dos l'extrême droite avec la gauche. Vous nous avez traité tous les noms à nouveau. Je remarque d'ailleurs qu'après le premier tour des présidentielles, tout d'un coup, nous étions, j'allais dire, nous avions repris grâce à vos yeux. C'était des yeux de chimène. Oui, nous faisions partie du camp de la République, etc. Tout ça pour ensuite écouter le président de la République nous renvoyer dos à dos. Donc vous avez joué un jeu très dangereux. Vous l'assumez. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, vous n'avez pas de majorité. Voilà. Vous n'avez pas de majorité. Vous n'aurez pas le vote de confiance à l'Assemblée nationale si vous le demandez. Et d'ailleurs, je vous réponds sur la motion de censure. Si vous demandez le vote de confiance, il n'y aura pas besoin de motion de censure parce que vous n'aurez pas la confiance. Si par contre, Mme Borne en venait à ne pas présenter, à demander un vote de confiance, qui serait un problème démocratique, oui, alors la NUP, après en avoir discuté ensemble, pourrait très bien déposer une motion de censure. Ça serait, à mon avis, évident. Voilà la réponse que je voulais vous faire par rapport à ça. Vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui d'appliquer votre programme et c'est ça qui vous rend si agressif. Une petite question, Éric Coquerel, je m'immisce dans ce débat. Est-ce qu'Elisabeth Borne doit rester en poste selon vous? Parce que c'est l'une des questions évidemment qui se posent ces dernières heures. Je ne pense pas. Elle a été élue, elle a été désignée Première ministre. Ça veut dire très clairement être chef de la majorité. Et elle n'a pas de majorité, donc c'est un échec. À partir de là, je pense qu'il va falloir que du côté de M. Macron, on en tire les conséquences. Mais ça, c'est pas, j'allais dire que c'est à lui de voir comment il va essayer de se débrouiller pour la suite. Mais manifestement, Mme Borne, là, a un problème de majorité. Elle est élue avec une majorité, elle a perdu cette majorité, c'est ça le constat politique. Mathilde Panot et Adrien Quatennens, je crois, vont être reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire au président ? On attend surtout de savoir ce que le président va nous dire, puisque l'invitation a été quelque peu sibylline. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quelques mots disant qu'il souhaitait une rencontre. Donc c'est surtout à lui d'expliquer pourquoi il veut rencontrer les différents partis, dont les partis d'opposition que nous sommes. On va bien voir. Donc je pourrais vous en dire plus après qu'il nous ait livré, il est livré à nos représentants le fond de sa pensée. Jean-Marie Le Guen est avec nous en plateau. Il aimerait vous poser une question, Monsieur Coquerel. Oui, Éric Coquerel, est-ce que vous pouvez imaginer faire un certain nombre de propositions pour aller dans le sens d'un compromis, dans un sens qui irait évidemment plutôt dans votre direction, en tout cas par rapport à la direction initiale de la politique gouvernementale. Et ne craignez-vous pas qu'étant dans une posture, j'allais dire, radicale, que l'on peut comprendre au regard des racines politiques de votre mouvement, c'est-à-dire voir une autre société sans compromis. Pardon de vous interrompre, une information que l'on vient de recevoir à l'instant même. Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qu'il l'a refusée afin que le gouvernement reste à la tâche. C'est ce que nous dit l'Élysée à l'instant. Donc cette information de dernière minute, on va vous faire réagir tous et toutes évidemment. Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qu'il l'a refusée afin que le gouvernement reste à la tâche. C'est ce que dit l'Élysée. Une réaction peut-être, Monsieur Coquerel, tout d'abord. Quelque part, elle a été au bout de la logique que j'expliquais. Elle reconnaît l'échec qui est le sien en tant que Premier ministre. Je ne parle pas de la personne, je parle de son rôle. Bon voilà, manifestement, M. Macron choisit autrement, mais je pense que de toute façon, dans les jours qui viennent, il lui était difficile, y compris avant de regarder ce qui peut se passer du côté de l'Assemblée, de changer les choses. Voilà, donc ça m'étonne. À la fois, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas surpris de la proposition de démission. Je ne suis pas totalement surpris que pour l'instant, Emmanuel Macron la refuse, mais je pense que c'est une question de quelques jours. Des précisions supplémentaires, encore une fois, Emmanuel Macron va chercher avec les chefs de parti qu'il reçoit aujourd'hui et demain des solutions constructives envisageables. Ça, ce sont les mots de l'Élysée. Qu'est-ce que vous en comprenez, Éric Coquerel ?
Je ne sais pas, j'attends de voir. Si, là, aujourd'hui, la situation, elle est claire. Les Républicains, hier, par la voix de Christian Jacob, ont dit qu'ils étaient en l'opposition. Le Rassemblement national aussi. La NUPS, évidemment aussi, fort du programme qui est le nôtre. Après, c'est à Emmanuel Macron de savoir comment il va essayer de se débrouiller. Moi, je crois personnellement que si il veut appliquer un programme qui est minoritaire dans le pays, parce que c'est ça que ça marque, hein, le fait de ne pas avoir la majorité absolue, ça veut dire que Emmanuel Macron, élu face à Madame Le Pen, il a cette légitimité, par contre, n'a pas réussi à avoir une majorité pour son programme. Donc, s'il veut passer en force sur les éléments les plus critiquables de son programme, la retraite à 65 ans, etc., il n'aura pas de majorité. Donc, la balle, elle est dans son camp, elle n'est pas dans la haute. Et pour répondre à la question que vous commenciez à donner tout à l'heure, vous savez, on a un programme de rupture, on l'assume. Je pense qu'on n'est pas plus radicaux que l'extrême libéralisme de M. Macron, mais c'est un autre débat. Mais surtout, pendant 5 ans, on a toujours fait des propositions. On a toujours fait en sorte d'avoir à la fois des amendements de refus de ce qui nous allait pas dans ce qui est proposé par la majorité. À la fois, on a toujours fait des propositions alternatives. Donc, on va continuer à le faire. On verra bien ce que fait le gouvernement. Moi, mon intuition, c'est que M. Macron a été élu pour appliquer un programme qui est celui de l'extrême libéralisme, du néolibéralisme, et il n'en sortira pas. Et à partir de là, eh bien, les choses seront claires. Il aura une opposition face à lui. Et si ces oppositions sont conséquentes, y compris à droite, il n'arrivera pas à passer son programme. En tout cas, nous, avec nous, Éric Coquerel, encore quelques instants, s'il vous plaît. Je vous rappelle cette information de dernière minute parce qu'il est 9h49, on vient de l'apprendre, et c'est incontestablement l'information de la journée, l'information politique de la journée. Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusée afin, je cite, que le gouvernement reste à la tâche. Erwan Balanant, votre première réaction à cette information qui nous parvient à l'instant? C'est dans la tradition républicaine que le Premier ou la Première ministre fasse ce geste. Elle le fait. Le Président souhaite que l'on continue le travail et qu'on se mette à travailler le plus rapidement possible. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, je voulais répondre à Éric Coquerel, mais restons sur la question d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, elle a été première ministre très peu de temps pour l'instant. Il faut 36 jours. Voilà, 36 jours. Dans une période électorale avec la réserve, vous voyez bien que, j'ai envie de dire, il faut laisser un peu de chance à cette première ministre. Et moi, j'ai confiance en cette première ministre. Éric Coquerel, qu'Emmanuel Macron refuse la démission proposée par Elisabeth Borne, vous le comprenez comment? Écoutez, il a mis des jours et des jours à faire ce gouvernement. Il est dans une situation, on va dire, intermédiaire. En attendant, encore une fois, peut-être d'ailleurs les réactions des groupes qu'il veut rencontrer cet après-midi, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est provisoire. Voilà, je pense qu'il ne faut pas gloser là-dessus pendant des heures. Je ne vois pas comment il aurait accepté ça, parce que ça voulait dire que pendant des jours, il n'y avait plus de gouvernement du tout. Donc, ce gouvernement est censé quand même gouverner le pays, même si on ne l'a pas vraiment vu à l'œuvre pour l'instant. Vous savez, le moment donc de vérité, vous, ça sera fin juin. De refus, ça renforcerait en quelque sorte le poids politique d'Elisabeth Borne. Mais je pense que Mme Borne n'a pas de poids politique dans la situation. Encore une fois, regardons où on en est. On en est à une majorité, un président qui, pour la première fois depuis la Ve République, n'a pas de majorité dans les législatives qui suivent l'élection présidentielle. Donc, il y a une crise. Voilà. Et ce n'est pas le fait que Mme Borne reste ou pas quelques jours de plus qui va changer la donne. Je vous l'ai dit, je pense qu'elle n'est plus à même de mener ce gouvernement. Mais j'allais dire presque que c'est M. Macron qui n'est plus à même d'appliquer sa politique. C'est ça son problème aujourd'hui. Et c'est ça, à mon avis, qui illustre cette espèce d'épisode qui vient de se dérouler ce matin. Voilà, je pense que M. Macron ne sait pas très bien quoi faire. Voilà. Et c'est lui qui s'est mis, quelque part, c'est lui qui s'est mis dans cette situation, c'est-à-dire dans une incapacité à faire adapter un programme au pays. Il est minoritaire de ce point de vue-là, et à lui de trouver les solutions.